Alors, à chaque fois qu'il y a une bulle qui se crée, ben, elle implose, hein, mais ça, c'est vrai depuis. C'est l'histoire du XXe et du XXIe siècle. Hein, c'est arrivé, on va dire, à peu près en 2021-2022, où, arrivé en haut de la courbe, ben, notamment les cryptos ont chuté sévèrement. Me semble-t-il, les NFT ont chuté encore plus sévèrement. Donc après, le bull run fait place au bear market, même si on a l'impression qu'il y a des frémissements, notamment du côté des cryptos, qui pourraient drainer. On peut l'imaginer, on peut l'attendre, les NFT, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et puis aussi une promesse qui fait partie du Web3. Le Web3, hein, on a dit, c'est avec blockchain antenne, crypto, NFT, c'est aussi la promesse du métaverse. Ça, c'est une promesse un petit peu forte qui a un petit peu retombé avec notamment Meta qui voulait mettre énormément d'argent et qui s'est un petit peu retiré en disant on n'est peut-être pas tout à fait prêt. Apple qui lance son casque qui va coûter une fortune avant qu'on en ait tous et qu'on passe nos journées entières dans le métaverse. Donc là, c'est un petit peu une fausse promesse. C'est un petit peu comme l'IA. L'IA vit comme ça des étés. On est dans un été de l'IA actuellement. Hein. Et ces hivers, quand on n'a pas tenu la promesse. Donc là, évidemment, The Sandbox, qui existe toujours, Decentraland, OnCyber, j'y pense, parce que c'est l'occasion d'avoir sa galerie en 3D temps réel. VR Room, qui est pas, on n'est pas, ça c'est un petit peu lié à l'idée de 3D temps réel, avec ou sans casque. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans le gros sommeil de l'ours, là, on peut dire. Hein. Les approches sont pas évidentes. C'est vrai que ça ressemble finalement à ce qu'on appelait les online viewing rooms OVR qu'on avait souvent dans les foires pendant le Covid, puisqu'il n'y avait plus d'existence physique et donc on essayait de créer ces expériences-là en digital. Souvent, le problème, c'est qu'on essaie de refaire le monde physique en digital. Ou même Second Life, hein, d'ailleurs. Oui, oui. Ah, oui. Mais un des problèmes, je trouve, c'est qu'on n'essaie pas de réfléchir à l'expérience digitale, c'est l'expérience du métaverse et des galeries 3D comme une expérience à part entière. Souvent, je dis par exemple la phrase qui paraît bête, mais on n'a pas besoin d'escalier dans le métaverse. Puisqu'on peut voler, on ne se mouvoit pas de la même manière. Donc pourquoi concevoir des bâtiments Second Life, on volait. Oui, voilà. Donc on ne conçoit pas des bâtiments de la même manière, on conçoit des bâtiments de façon de la fonction des gens, c'est que se déplacent dans l'espace. Et du coup, il y a pas mal de changements qui peuvent exister, mais il y a quand même, ces plateformes-là, OnCyber, je crois que quand même toujours 300 000 visites hebdomadaires. OnCyber comme ça. Ouais. En même temps, ils ont refait un Whitecube. Oui, oui. Foncièrement, ça reste c'est de l'online viewing room, et la personne qui a fondé ça était une personne qui vendait des galeries 3D à des galeries traditionnelles avant ça. Ouais. Donc ça reste des expériences qui existent. C'est vrai que ces promesses-là, le bear market, pour donner un peu peut-être des raisons, en tout cas, qui sont peut-être pas forcément les seules, mais qui a enclenché la baisse de ce marché-là, c'était notamment des faillites. Deux faillites, notamment celle de Triaro Capital, qui avait un protocole de stablecoin, etc. Et notamment FTX, dont on a entendu beaucoup parler dans les médias, qui a fait boule de neige en tenant, j'ai envie de dire, le début du bear market, ou en tout cas accéléré la chute du marché. Et donc il y a toujours des facteurs peut-être même macroéconomiques qui sont en jeu d'ailleurs. Hein. On avait eu le bank run là, de la banque en Californie. Le monde des cryptos n'est pas complètement décorrélé aujourd'hui des marchés financiers traditionnels, bien au contraire, parce que souvent c'est des traders qui sont à la fois impliqués sur les marchés boursiers et sur les marchés crypto. Et les marchés crypto, c'est ouvert 24 heures sur 24. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens souvent qui regardent les cours des cryptos le week-end pour essayer peut-être de deviner un petit peu ce qui va se passer sur les marchés boursiers traditionnels le lundi à l'ouverture. Donc, c'est des marchés qui sont liés aujourd'hui. Et donc, la guerre en Ukraine et beaucoup d'autres événements géopolitiques qui sont avenus dans les dernières années. Il y avait beaucoup de développeurs aussi d'ailleurs. Oui, il y a beaucoup de développeurs, donc il y a plein de, c'est peut-être ça qui pousse alors qui enclenche en tout cas des échelles de grandeur qui sont peut-être plus importantes, mais c'est pas totalement décorrélé. Donc c'est-à-dire que les cycles crypto et les cycles macroéconomiques sont intimement liés aujourd'hui, même si dans le concept et dans l'éthos de base ça ne devrait pas être le cas. À la base, les cryptos sont censés être une valeur refuge ou du moins quelque chose qui est censé être décorrélé du monde de la finance traditionnelle, mais les enjeux en tout cas et les implications des acteurs qui font ce marché-là sont à la fois dans le monde traditionnel et dans le monde Web3, et donc du coup c'est intimement lié, il ne faut pas imaginer que ça vit en vase clos, mais oui, la bulle a très largement baissé, et le marché des NFT, notamment celui des collectibles, parce que c'était celui qui était dominant, a énormément baissé, mais il y a des collections qui se tiennent très bien. On a parlé d'Artblocks tout à l'heure, le prix des Squiggle par exemple, en valeur dollar est assez stable depuis 2 ans. Ça, c'est de l'art génératif. C'est un artiste qui s'appelle son nom d'avatar est Snowflow, et qui a créé cette plateforme qui a rendu tout particulièrement visible les pratiques génératives. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait partie des grandes tendances du crypto art. Alors, si tu avais à donner d'autres grandes tendances, bon, évidemment, il y a l'IA aujourd'hui, mais ça, c'est vrai comme dans l'art contemporain, numérique accessoirement. Il y a beaucoup de 3D. Une tendance un peu surréalisante aussi, presque
j'aurais envie de la qualifier post-surréaliste. Mhm. Il y a de l'illustration, de l'animation, il y a de la photographie. Finalement, il y a Le glitch art aussi également. le glitch aussi, ouais. Pas mal de glitch, peut-être, ouais, ouais. Et en fait, on y retrouve un petit peu toutes les tendances, on va dire, des arts numériques. Finalement, c'est comme si c'était une couche supplémentaire des arts numériques. Absolument, oui, on retrouve une diversité de médiums absolument incroyable. Le crypto art spécifiquement et le blockchain art qui sont peut-être deux mouvements artistiques qui sont très spécifiques à celui-ci qui n'existait pas avant. Une petite définition du crypto art si je peux m'y tenter, mais je différencie crypto art et blockchain art de la manière où le crypto art pour moi c'est des représentations visuelles de l'éthos de la crypto. Par exemple, un portrait de Satoshi Nakamoto pour moi c'est du crypto art. Tout ce qui va toucher avec des représentations de Bitcoin, Ether, enfin voilà, l'iconographie du monde de la blockchain avec le monde de la blockchain à ses messies, ses évangélistes, ses saints, etc., avec Vitalik Buterin, etc. Ça, c'est du crypto art, ça touche à l'éthos, c'est à la culture. Le blockchain art, c'est des œuvres qui utilisent les smart contracts, qui utilisent les systèmes blockchain de manière conceptuelle. Et ça existait et ça prédatait les NFT, puisqu'il y a des projets comme I Am a Coin de Kevin Abosch ou Bitcoin qui sont des projets conceptuels de crypto art ou de blockchain art qui existaient bien avant la création des protocoles NFT. Mais ce qui m'évoque d'ailleurs l'art sur le web, qu'on a vu émerger avec le web, et puis le net art, où les gens allaient chercher des idées et des formes qui étaient liées véritablement à l'Internet, et pas simplement d'y déposer. C'est un petit peu la même chose qui se poursuit entre l'usage du web comme plateforme et les idées qui viennent de l'Internet. Alors, on parle d'artistes crypto-natifs, on en a nommé quelques-uns, qui sont arrivés avec la blockchain. D'ailleurs, en général, souvent, ils ont émergé après une dizaine d'années de pratique de Twitter. Ils ont fait leur communauté avant que leur communauté les porte. Ouais. Parce que je pense que sans avoir fait sa communauté, aujourd'hui, tu arrives et tu mets tes NFT, tu as un petit peu moins de chance. On peut dire singulièrement. Ouais, évident, c'est ça. Ouais. Et puis il y a les artistes contemporains. Alors Damien Hirst qui aime bien faire des coups, notamment qui a fait des coups avant l'usage de blockchain en salle des ventes. Murakami, quelques autres artistes parfois même qui ont fait leurs excuses à leur communauté parce que ça avait tellement monté, descendu. Mais ça s'est vu plus que dans le monde de l'art en tout cas. Il y a aussi une arrivée maintenant d'artistes contemporains dans l'usage de la blockchain, quoi. Sotheby's qui a fait avec Vera Molnar, qui a récemment annoncé Bernard Venet aussi également. Alors c'est drôle puisque tous les artistes que tu as mentionnés, même que je dis Vera Molnar et Bernard Venet, c'est tous des artistes qui avaient a priori une vision un peu critique du monde des NFT, qui ont changé d'avis. Pour avoir discuté avec Bernard Venet ou Vera Molnar, c'est des personnes qui n'étaient pas forcément qui étaient intéressés mais qui ne voulaient pas forcément s'y impliquer. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont dû venir en parler et les conseiller. Pourtant, Vera Molnar, il y avait son côté très numérique, contrairement à Venet qui est plus dans la sculpture. Oui, mais qui traite quand même de choses mathématiques, etc. Et donc qui peut toucher à l'art génératif. Mais même Vera Molnar, il a fallu pas mal de temps avant de la convaincre de faire les choses. Et quand elle l'a fait, c'était en collaboration avec un autre artiste génératif, puisque je pense que tout seul, sinon c'est peut-être un peu compliqué. Et puis il y a d'autres projets artistiques. Mais Damien Hirst et Murakami, par exemple, ce qui est drôle, c'était que c'est deux artistes qui ont lancé d'abord des projets NFT en faisant pas beaucoup d'efforts, très honnêtement, des trucs un peu nuls. Par exemple, Damien Hirst, les premières NFT qu'il a fait, c'était des vues d'exposition de son exposition à la Fondation Cartier des cerisiers en fleurs. C'est pas très intéressant. Conceptuellement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, c'est des vues d'exposition qu'il a mintées. Et après, il a dû bien se faire conseiller. Il a fait ce projet de Currency qui, lui, reprend tous les codes des collectibles NFT, etc., avec des filtres, des traits, des collections de 10 000 uniques, tout originales, avec ce questionnement intéressant sur l'objet physique ou le NFT, l'un ne pouvant pas exister avec l'autre, etc. Murakami, qui lui avait fait aussi un petit projet un peu comme ça au début, puis qui s'est fait reprendre après en travaillant avec Artefact, notamment, qui est un studio français qui a été racheté par Nike il y a quelques années maintenant, où il s'est inclus sur les trucs collectibles, ce qui se rapproche plus, puisque Murakami, c'est un artiste qui collabore beaucoup avec des marques, dans toutes les marques du monde traditionnel aussi, des marques de luxe, et donc du coup, ça correspondait peut-être un peu plus à son approche. Il a donc collaboré avec Clonix, qui est le projet collectibles d'Artefact. Et voilà, c'est des artistes qui ont peut-être appris au fur et à mesure, qui se sont retrouvés bien conseillés, puisque leur image de marque, en tout cas, est importante et il y a des enjeux financiers qui sont derrière. Mais au début, ils n'avaient pas forcément cette vision de ce projet-là. Ils ont eu besoin d'une sorte d'intronisation, d'aide, d'une explication peut-être et de conseils pour orienter leur projet artistique pour que ça corresponde à l'éthos et que ce soit légitime dans cet espace-là. Il ne suffit pas d'arriver avec un grand nom et de toute façon la plupart des gens qui achètent des NFT n'ont pas forcément une très grande culture artistique ou d'histoire de l'art. Et à part quelques household names que tout le monde connaît comme Picasso, Jeff Koons et Basquiat,
n'importe quel artiste, même très connu d'art contemporain aujourd'hui, il y a des fortes chances qu'on ne connaisse pas son nom si on est un collectionneur Web3. Donc il y a quelques noms comme ça qui parlent à tout le monde puisqu'ils sont impliqués dans le marché du luxe, puisque c'est des personnalités publiques. Et donc il y a des intérêts financiers liés à ces noms-là et ces images de marque quasiment, qui font qu'il y a des gens qui sont impliqués sur ces projets avec des intérêts financiers, qui vont conseiller, qui vont faire des choses qui sont peut-être un peu plus cadrées, un peu mieux. Mais c'est des artistes qui, au début, quand je voyais leur projet arriver, je me dis, ils n'ont rien compris, quoi. Et puis après, ils ont fait leur projet où je me suis dit, ah, ils ont été bien conseillés. Donc je pense que pour tout artiste contemporain qui a un intérêt d'exister sur ce marché-là, mais qui est peut-être pas forcément intéressé, qui sait peut-être pas forcément comment faire, c'est des projets où la collaboration est de mise. De toute façon, à la blockchain, il y a beaucoup de collaborations entre artistes d'ailleurs, ce qui est rare. Celles qui ont beaucoup d'efforts à faire aussi, c'est les galeries qui essayent d'y aller, savent pas bien, se font doubler par leurs artistes, compliqué pour eux. Bah, moi, tous les galeristes qui me disent comment je peux faire pour que mes artistes fassent des NFT et les vendent, je leur dis ne le faites pas. C'est-à-dire, l'intérêt aujourd'hui pour vous en tant que galeriste, c'est d'aller chercher la nouvelle vague d'artistes qui n'est pas encore représentée et qui a un marché. C'est hyper rare d'avoir des artistes non représentés qui ont un marché existant. Et eux, ils ont besoin d'exposition, ils ont besoin de reconnaissance institutionnelle, ils ont besoin d'exister dans le marché de l'art traditionnel aussi, puisque tous les artistes NFT ont pour ambition d'être des grands artistes tout court, pas juste des grands artistes NFT. Et donc, du coup, ils ont besoin de cette représentation. Et je pense que la force des galeries traditionnelles aujourd'hui, ce serait d'aller chercher des artistes du Web3 pour les représenter, pour les exposer, plutôt qu'essayer d'amener leurs artistes à eux à faire des NFT alors que de base, ils n'ont pas vraiment envie d'en faire.